Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur Geraldine. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. L'invité de cette semaine, on a reçu nul autre que le scénariste, celui qui est concepteur de séries et aussi auteur sur plusieurs spectacle à succès d'humoristes très connus. J'ai nommé François Havard. Fait qu'un gros merci à François Havard de venir au WhatsApp. C'était vraiment le fun. On a parlé de plein de sujets, de son métier, de comment il a commencé, comment il est arrivé l'idée des bougons. Hein? Fait qu'on a beaucoup parlé de tout ça et plein d'autres sujets qui étaient super intéressants. Juste avant que vous écoutez le podcast, juste vous rappeler que si vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, n'oubliez pas d'aller vous abonner au patreon.com/whatsappodcast. Ça va faire en sorte que c'est une petite contribution. Hein? Il y a plein de forfaits. Il y en a à 2, à 3 $, d'autres à 10, d'autres à 25. Vous y allez selon votre budget. Et ça va faire en sorte que vous pouvez voir tous les podcasts d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique, souvent un mois après. Ça, c'est dit. Et j'aimerais dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Encore une fois, on avait Alexandre Lavoie, on avait Boutique Boutchou, Quaticook, on avait DJ Jeff Gadouri, Éloi Blanchard, Gab au Jolipied, Jérôme Arbour, Michael Boulanger et Steve Baudouin alias Mofo. Fait que gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Yes sir man, crissement apprécié. Puis si vous voulez encourager le podcast, vous pouvez pas le faire de façon financière, c'est bien correct, il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez juste le faire juste en vous abonnant à la chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche pour faire sûr de rien manquer. Mettez un petit thumbs up, laissez un petit commentaire positif, c'est tout le temps apprécié, j'aime bien ça vous lire. Ou sinon, partagez le podcast, taguez-moi dans vos stories. C'est tout le temps fucking apprécié. Abonnez-vous à mon compte Instagram Geraldin, à ma page Facebook Geraldin. Ou sinon, sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Tout le monde, passez une excellente semaine. Peace out! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir un des auteurs qui est à succès au Québec. Moi, en tout cas, je suis très content, très impressionné de t'avoir. François Havard, ça va bien, mon gars? Oui, ça va très bien, Très content d'être ici aussi. Yes! Pour ceux qui te replacent pas, c'est toi qui es derrière le succès, dans le fond, puis t'as créé avec JF Mercier Les Bougons. Les Bougons, ouais. Ouais, t'es auteur sur plusieurs spectacles de one-man show, entre autres Louis-José Hood, Martin Matt, Patrick Groux et on en passe, plein d'autres humoristes. Co-scénariste aussi sur Les Beaux Malaises. C'est vraiment un honneur de t'avoir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté de venir sur le podcast. C'est-tu le premier podcast que tu fais? Il me semble que je t'ai pas vu. C'est le premier podcast que je fais. Ça se peut. Oui, je crois que oui. Ouais? Non, je n'ai fait un avec Dominique Tardif. Dominique Tardif, ça s'appelle Deviens-tu ce que tu voulais ou quelque chose comme ça. OK. Puis finalement, tu deviens-tu ce que tu voulais? Mais finalement, non, parce que, comme je l'expliquais, j'aurais voulu devenir une star du rock qui se faisait sucer partout à travers le monde. Fait que je suis très déçu d'être un auteur dans l'ombre. Moi tout, merde. Moi, j'aurais peut-être pas la passe de sucer, là. T'aurais pas voulu te faire sucer partout à travers le monde? Je pense que c'est... je pense que ça venait avec. Ça vient avec, c'est ça, tu sais. T'es une rockstar ou non, là. Ben oui. Puis comme l'héroïne aussi. Mais... tu vois, ça m'attirait moins, ça. Moi, je voulais faire de la musique avant de devenir humoriste. C'était vraiment la première affaire qui m'inspirait, c'était ça. Écoute, je pense que à un moment donné, est apparu l'improvisation et l'humour comme échappatoire pour tous les petits culs qui savaient pas jouer au hockey puis qui étaient pas bons en sport, qui avant rêvaient d'être dans un groupe rock, là, dans un Led Zepp numéro 2 ou des choses comme ça. Ouais. Faut que tu te donnes la peine d'apprendre un instrument. Fait que là, oups, tu pouvais juste être le fanfaron, être le fafouin,
puis tu fais tirer ton épingle du jeu. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humoristes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui auraient voulu être autre chose, mais coudonc, humoriste, ça demande moins de discipline, je pense. Ça demande beaucoup de travail quand même, mais... Mais toi, t'as jamais voulu aller devant, tu sais, d'être sur scène au lieu de derrière la scène? En fait, en musique, oui, j'aurais aimé ça, mais j'aurais aimé ça être dans un band, la vie de groupe, derrière mon instrument, derrière ma guitare, mais non, je l'ai fait une fois à mes tout débuts comme auteur humoristique, parce que la personne pour qui j'avais écrit un numéro humoristique, finalement, s'était désisté, fait que je le connaissais par cœur. Je l'ai fait à sa place. Ça s'était bien passé, mais les journées avant, le stress, se vomir les tripes, tout ça, non, ça m'avait pas plu du tout. C'est ça qui... Puis j'ai pas pu apprécier ça. Mais penses-tu qu'à la longue, ça aurait passé? Ou... Non, parce que... Les humoristes avec qui je travaille, puis les autres que j'observe aussi, sont, en plus d'être des gens de talent puis des humoristes, sont d'excellents comédiens qui parviennent, quand c'est la 200e fois qu'ils font un numéro, qui parviennent à faire croire que c'est comme si c'était la première fois, puis ils ont cette énergie. C'est pour ça que c'est des bons comédiens, souvent les humoristes, parce qu'ils sont des comédiens sur scène. Ils sont capables de jouer. Ouais. Et moi, je te dirais que dès la 2e fois que je répète quelque chose, je suis tanné. Ça paraîtrait. Écoute, moi, je vois Louis-José, Martin ou n'importe quel autre humoriste là, faire 200 puis 300 fois le même spectacle. Puis, si tu te gonnerais. Moi, ça paraîtrait. Le monde dans la salle dirait, coudonc, il voulait-tu être ici à soir? Non, je me lasserais. J'aime bien travailler sur des choses différentes tout le temps, puis que les choses évoluent, que les choses changent. Alors que quand t'as ton spectacle d'humour qui est tête jusqu'au virgule, tu veux rien changer parce que c'est ça qui marche. Mais j'imagine, par exemple, tu sais, tu pourrais représenter tes... est-ce que l'envie de représenter tes propres blagues, tu sais, de ça, par exemple, t'aimerais ça? Tu sais, s'il y avait pas tout ce côté, tu sais, toutes les à côté qui vient avec, là, tu sais. Écoute, j'ai eu la chance, là, ça fait 30 ans là, que je fais ça, là, fait que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui me permettent, tu sais, il y a des affinités qui se sont développées, puis, tu sais, si ça fait 25 ans, je connais Martin, puis je travaille avec Martin et Matt, c'est parce qu'à quelque part, je peux passer bien des choses qui font mon affaire à moi, puis que j'aimerais faire, mais qui fait encore mieux que moi, parce que Chris est bien plus drôle que moi sur une scène ou devant une caméra. Fait que, dans le fond, mon humour, je parviens à le passer de cette manière-là, ou encore dans une série comme Les Bougons. Ou Le Bonheur, là, qui commence ce soir, justement. On est aujourd'hui le 5 janvier 2022. C'est la première de ma nouvelle série. Fait que dans ces cadres-là, je parviens à passer mon genre d'humour pis les gags que je voudrais. Puis qu'est-ce que ton message, qu'est-ce que t'as à dire? Ouais, je peux tout passer par le biais de ces gens-là. Ou par mes créations. Parce que je suis pas très bon. Je suis pas un bon acteur. Sur une scène, faut dire que, tu sais, j'ai pas développé cette technique-là, mais... C'est ça que je suis en train de me dire. Ça m'a même pas intéressé. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. J'imagine, t'aurais fait le move... Tu sais, en 30 ans, t'aurais fait le move si ça avait été... Ouais. Il y a Pierre Légaré. Moi, j'ai appris le métier. C'était Pierre Légaré qui était mon script éditeur au Festival de l'humour québécois il y a très longtemps à la radio. Et Pierre avait pas encore commencé à faire de la scène. Et puis, quand j'ai commencé comme auteur, puis qu'il checkait nos textes, il commençait déjà à y penser parce que peu de temps après, il entreprenait une carrière de stand-up sur le tard parce que lui avait écrit de l'humour depuis bien longtemps, des sketchs pour la télévision, des numéros d'humour pour des humoristes. Puis lui, il a eu cette envie-là, puis ça a été un beau succès. Mais moi, non, je suis sûr que ça m'arrivera pas. Non, ben là, après 30 ans. Remarque, non, ça m'arrivera pas. Il y en a assez, de toute façon, des humoristes. Trouves-tu? Tu trouves-tu, toi? Oui, non. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup. Moi, pas assez. Moi, il pourrait y avoir juste ceux qui jouent des affaires que j'ai écrites, là, pour que je touche des droits d'auteur, puis ça serait bien correct. Ouais, c'est toutes ça. Les autres, non, je fais des faudrait qu'ils passent partout.
Il y en a beaucoup, mais c'est correct parce que s'ils vivent de ça, c'est parce que il y a un public, puis que chacun rejoint son petit bout de public, puis ça, fait que c'est bien correct. Exact, man, exact. Je pense la même affaire. Si on y va avec comment tu as commencé à écrire, j'ai vu dans une entrevue que tu avais donnée que tu as commencé à écrire au secondaire en échange de paquets de smoke. Oui. C'était ça? Oui, moi j'ai commencé mon travail d'auteur professionnel, c'est-à-dire un auteur qui est payé pour faire ça, en faisant les compositions, les devoirs de français de mes collègues, puis j'ai changé ça contre des paquets de cigarettes ou... un 5$ ou un 20$ pour une dissertation, parce que ça, quand même, c'était du travail. C'était quand même... Fait que pour toi, c'était facile. Pour moi, c'était assez simple, oui. Ouais. Puis moi, écrire une nouvelle littéraire ou un conte ou des poèmes, regarde, ça me demandait pas grand-chose, là. Mm-hmm. Fait que ça me faisait plaisir de le faire, puis d'être payé. Fait que... Et je me réjouissais quand les amis avaient une meilleure note que moi, mais c'était avec quelque chose que j'avais écrit. J'étais aussi content. Ah ouais. C'est comme aujourd'hui quand j'entends le public rire d'une blague dont je suis la source, puis ça me fait toujours un petit chaud au cœur, mais c'était la même affaire dans ce temps-là. Je me réjouissais. C'est là que tu vas trouver ton sentiment d'accomplissement. Oui. Par quelqu'un d'autre. Genre. Oui, puis moi, j'ai pas de... C'est peut-être ça qui a fait en sorte aussi que j'ai développé des complicités sur du long terme avec, par exemple, Martin ou Louis-José ou d'autres. J'ai pas envie d'être à leur place et ils le savent. Mm-hmm. Fait que je suis jamais une menace là dans. Ouais, c'est ça. Hein? Donc, non. Je cours pas après les caméras puis les Kodak. Ces temps-ci, j'y suis un petit peu plus, puis je le serai un peu plus à cause que j'ai une série et j'envisage défendre la série puis faire la promotion aussi, puis tout ça, parce que je veux aider ta création, mais tu me verras pas dans des talk shows en d'autres temps ou dans des quiz. Là, puis... Parce que des fois, tu sais, moi, quand je vais écrire avec d'autres humoristes, tu sais, on arrive avec une blague, puis là, on fait « Ah, Chris est à qui? » Tu sais, quand arrive ce moment-là, tu sais. Ouais. Puis là, ça y va souvent avec qui a eu la première idée, puis tout ça, là, tu sais, mais tu sais, ça peut arriver, tu sais, là, que ça m'a fait penser à ça quand t'as dit le mot « je suis pas une menace ». Non, mais tu sais, quand je travaille avec un humoriste, il se dit pas il va-tu garder ses meilleurs jokes pour lui? Ouais. Il va-tu... Non, moi je me donne à fond, puis j'essaie de me fondre dans l'imaginaire puis dans l'univers comique de la personne avec qui je travaille. Fait que ceux avec qui je travaille, je les apprécie, fait que j'ai du plaisir à le faire. En même temps, est-ce que quand tu choisis de travailler avec un humoriste, faut qu'il soit très différent l'un de l'autre? Écoute, je pense que je choisis pas nécessairement. Tu sais, les gens se sont présentés dans ma vie d'abord parce que je leur ai enseigné à l'École nationale de l'humour. Fait que je les connaissais. Eux aussi me connaissaient comme professeur. Fait que, tu sais, je choisissais pas toi, je te choisis et je travaillerai avec toi. C'était des espèces de petites complicités qui se développaient, puis il y en a qui ont été sur du plus long terme, puis il y en a qui ça s'est transformé en amitié, puis en quand relation ça clique, ça clique. C'est ça. Quand il y a un beau match, moi je le souhaite à tous les humoristes, en tout cas, de se développer une complicité avec quelqu'un qui peut lui servir d'auteur, de troisième œil, de conseiller. Tu sais, quelqu'un qui te voit aller depuis... Moi, ça fait 25 ans, je travaille avec Martin, puis je sais tout ce qu'il a fait. Je sais tout ce qu'il aimerait faire. Fait que, tu sais, je me trompe peu. Mm-hmm. Tandis que quand tu recommences toujours à zéro avec des nouveaux collaborateurs qui savent pas nécessairement ce que tu as fait ou qui savent pas tes préférences ou tout ça, c'est sûr qu'il y a des énergies qui sont perdues pour rien. Ouais, je comprends. Puis, c'est ça, j'imagine que toute ta job, c'est d'être un peu un caméléon, être genre comme son troisième œil. Oui, être un double. Ouais. Quelqu'un qui... Le petit plus... Moi, j'aime à dire que je suis comme l'espèce d'épice. C'est déjà des plats très nourrissants avec qui je travaille. Je suis comme un petit épice de plus. Mm-hmm. Puis je rehausse... Je les aide à être meilleurs. Ouais. Ils sont déjà très, très bons. Puis je pense contribuer à les rendre une coche de plus. Mais c'est ça, comment ça se passe, eux autres, quand ils t'approchent avec leur texte? Est-ce que vous partez de quoi ensemble ou ils arrivent déjà avec un texte? Tous ceux avec qui je travaille, c'est des gens qui écrivent. Ouais. C'est des auteurs. Fait qu'ils écrivent
De toute façon, de la manière dont c'est rendu, c'est toujours avec les mêmes depuis des années. Fait que on sait... Mettons, Louis-José, il va commencer à écrire, il va commencer à poser des idées pour un nouveau one-man show, puis à un moment donné, quand il y a une grosse pile de papier puis de notes, il m'envoie ça, puis il dit « Ça, c'est ce que j'ai pour le prochain spectacle, qu'est-ce que t'en penses? » Puis là, il t'émonte ou toi, tu feuilles là-dedans, genre? Ou tu... Il m'envoie tout, puis des fois, Louis-José... Comme un comptable. Ouais, un peu, quand t'arrives avec ta boîte de chaussures pleine de factures. Ce qui est, Louis-José, tu vois, pour les galas de la disque, lui, pendant toute l'année, il ramasse des gags qui lui viennent, puis tout ça, puis il met ça en petit tas, en petit paquet, en gros paquet. Le paquet grossit. Puis quand on se met vraiment au travail pour l'écriture du numéro d'ouverture, il peut m'envoyer genre 35 pages d'idées. Il y en a que c'est de la redite, c'est d'autres façons de dire la même chose, c'est des idées pas de punch, c'est n'importe... Puis c'est 35 pages, puis de ça, on va tirer tout le meilleur, puis on va en faire un 4-5 pages qui sera le meilleur possible pour l'ouverture. Y a-tu des notes du genre, comme genre, ici... Ici, il me faudrait un punch. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai une idée de... Il me semble que je verrais un punch de... Ouais. Puis, tu sais, je l'ai sur le bout de la langue, là, tu sais. Oui, okay. Parce que des fois, quand on écrit, on le sait que cette idée-là, elle devrait aboutir à un punch. On sait qu'il existe. Il nous vient pas. Fait qu'on espère qu'il viendra à l'autre. Puis des fois, il me vient pas bateau. Moi, des fois, les notes que je me garde, c'est genre... trouver un meilleur gag. Parce que des fois, j'ai comme la prémisse, j'ai l'idée, mais le punch... il est comme point. Non, mais c'est une étape dans la construction. Les gars, les gens, ils pensent peut-être que ça apparaît, tu te lèves le matin puis tu ramasses à côté du lit. Non, c'est pas de même. Ça se travaille. Puis des fois, effectivement, on pense qu'on tient quelque chose d'intéressant, d'original, mais je dis que le punch, il pourrait être plus fort que ça. Ouais. Fait que là, il t'envoie, maintenant, on va dire avec Louis-José, il t'envoie genre ses textes. Puis après ça, toi, tu feuilles là-dedans, t'essayes d'améliorer. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce que vous vous rencontrez? On se rencontre régulièrement. Ouais, c'est ça, vous rencontrez en face. Puis là, quand il commence à apprendre des morceaux par cœur, là, je vais le voir à l'occasion. Il m'envoie des... À ce temps, c'est facile. Il se fait enregistrer par la console, mettons au bordel, n'importe quoi. Puis puis il t'envoie l'enregistrement. Ouais. Fait comme ça, on peut voir la réaction du public. Puis en plus, je pense que c'est comme du télétravail. Du téléscripteur. Puis j'imagine qu'est-ce qui est encore plus bénéfique là-dedans, c'est que là, t'as le parler, tu sais. Ouais. Parce que là, parler et la réaction du public. Ouais. Mais tu sais, depuis le temps que je travaille avec ces humoristes-là, le phrasé, je l'entends. Ouais. Quand je lis du Louis-José, du Mercier, du n'importe quoi, quand je le lis, j'entends le gars. Puis ils ont leur manière d'écrire qui est comme ils le font sur scène. Fait que je les entends... J'entends leur douce voix. Ils me font rire. Quand je les lis, je ris. C'est une belle job. C'est comme je vois en primeur toutes leurs meilleures idées, puis tout le travail en développement. Je trouve ça bien le fun. Ah, c'est fou, pareil, être payé pour faire ce métier-là. Autant humoriste que... Oui, mais c'est correct d'être payé parce que, je sais pas, pas payé, je le ferai pas. Ouais. Mais... Non, je fais des farces. C'est un beau métier. C'est un beau métier. Non. Je côtoie des gens qui ont immensément de talent. Ben ouais, c'est ça. Je suis gâté. Ben ouais, pis t'es très reconnu dans le milieu. Là, ouais, je suis reconnu pour être un gars qui travaille avec des gens qui ont immensément de talent. C'est pas correct comme ça. Ben, c'est une autre façon de dire, là. Écoute, tous ceux avec qui j'ai travaillé sont bons. Ouais. Il y a une raison pourquoi ceux qui sont bons veulent travailler. Est-ce parce que j'ai vraiment le pif pour les choisir? Tout est dans le marketing. Ouais. Moi quand ils sont pas bons, je travaille pas avec eux. Pas faire ton nom, t'en reviendras. C'est ça. Non, mais il y en a des très bons. Il y en a que j'aime. Puis j'ai jamais travaillé avec eux. Moi, j'aime beaucoup André Sauvé. André, il travaille tout seul. Il fait ce qu'il... Il est très bon. Puis j'aurais aimé ça travailler avec lui. Mais il n'y a pas besoin de moi, puis il n'y a pas besoin de personne. Ouais. Fait qu'il y en a beaucoup qui sont très bons. Là. Mm-hmm. Si on en revient avec comment t'as commencé, t'as étudié en création littéraire. Oui. Puis, mais au début, tu voulais t'en aller en littérature, mais t'avais dit que t'étais pas assez
mûr à cet âge-là? Ben, au début, là, quand j'étais au cégep, mon rêve, ça aurait été d'être journaliste. OK. Je voulais être journaliste écrit dans les journaux, puis tout ça, dans les magazines internationaux, puis faire des reportages internationaux, puis c'est ça qui m'aurait intéressé, mais au cégep, je me suis un peu trop pogné le cul. Puis j'ai la cote Z, la moyenne générale, qui est devenue la cote R, la cote R, je pense, à cette heure. OK. En tout cas, la moyenne générale faisait en sorte que je pouvais pas appliquer en communication à l'université parce que c'était contingenté, puis ma moyenne était trop faible. OK. Fait que je me suis destiné à ce moment-là, c'est le dernier choix qu'on a, hein, prendre l'enseignement du français au secondaire, devenir un prof. Puis j'ai fait des stages pis ça, puis je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ma place. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé un certificat en création littéraire que j'ai terminé. J'ai aussi un certificat en scénarisation cinématographique. Tu sais, des diplômes de l'UQAM là, qui te gardent occupé pendant que t'es jeune. Puis, mais ça te fait écrire, ça te fait découvrir des affaires. Dès l'âge de 18 ans, j'ai commencé à être auteur au Festival de l'humour québécois. Mais je pensais pas que dans ma vie, j'allais gagner ma vie en écrivant de l'humour. Puis comment t'as Même eu si ce je faisais gig-là? ça, hein? Comment t'as eu ce gig-là? Ben, je l'entendais à la radio, je trouvais ça plate, puis je trouvais que j'écrivais des choses plus drôles. Meilleur? Ouais. Fait que je suis allé porter des textes. Gratuitement? Mais je suis allé porter des textes en disant « Engagez-moi, vous avez besoin de moi en tabarouette. » Ouais, c'est ça. Et Yvon Fortin, qui était le directeur des programmes de CKC à ce moment-là, il les a lus, puis il a trouvé qu'il y avait de quoi là. Fait que il a passé ça à Pierre Légaré, qui s'occupait des textes. Pierre aussi a vu quelque chose là. Et ils m'ont engagé. Puis à partir de là, je suis devenu un scripteur professionnel parce que un scripteur, ça écrit pas nécessairement ce qui l'amuse lui, tu sais. Non. Fait que j'ai commencé justement à écrire des choses qui amusaient le monde qui écoutait le Festival de l'humour et non qui me faisaient rire moi. Mm-hmm. Mais bon, je gagnais de l'argent comme ça, tout en continuant d'étudier, mais je pensais pas que j'allais faire ça toute ma vie. J'aurais voulu être écrivain, être auteur, vendre des livres, mais Chris, vivre de ça, là, pouf! Ouais, c'est ça, c'est difficile, c'est très Ou difficile. faut que tu sois très populaire, là, tu sais. Tu sais, pour un Michel Tremblay, pour... Patrick Sénécal. Patrick Sénécal, ou des... Tu sais, il y en a quelques-uns. Ouais. Mais ils sont que quelques-uns. C'est ça, exact. C'est très difficile. Exact. Je ferme pas la porte à recommencer à écrire quand je serai plus vieux. Ouais. Mais pour le moment, je suis trop occupé à écrire d'autres affaires. Ouais. T'avais pas écrit justement parce que moi, à chaque fois que j'ai reçu un invité, je demande hey, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, tout ça. T'avais écrit un roman qui était basé sur le fait de la fois tu t'avais pété le dos à essayer de m'auto-sucer, oui. Ouais, ça s'appelle Pour de vrai. Ça se vend plus. Ça se trouve plus. Non? Parce que c'est aussi un autre problème de la littérature. Ben, ça se trouve peut-être dans les magasins de livres usagés, là. Okay. Mais à un moment donné, tes livres, quand t'es pas un auteur installé comme Michel Tremblay ou... Ouais, c'est ça. À un moment donné, tes livres disparaissent des rayons des librairies. Puis... Fait que même toi, si tu voulais en avoir une copie, genre... Écoute... Serais-tu capable d'en avoir un? Ou... J'en ai encore des copies chez nous. Ouais. Parce qu'à un moment donné, un éditeur, il te propose soit on les passe au pilon, c'est-à-dire on les déchiquette puis ils n'existent plus, ou tu rachètes une pièce chaque. Fait que j'en ai racheté des boîtes de tous mes romans. Fait que ça existe encore. Mais ça, peut-être dans les bibliothèques publiques. OK. J'imagine. Ça, c'est encore disponible. Ben, j'imagine ceux qui vont écouter ça. Ils vont se lancer. Écoute, c'est sûr. Ils vont aller dans une librairie. Écoute, j'ai écouté un podcast. Je me suis pitché dans une librairie. Non, mais c'est vrai. Ça arrive vraiment pour vrai, ça. Tant mieux, mais ils vont être déçus quand ils vont aller à la librairie. Ils vont dire, avez-vous ça pour de vrai de François Havard? Hein? Tu pourrais rester surpris. Mais moi, mon éditeur, pas de pour de vrai, mais de d'autres livres, c'était Michel Brûlé qui est allé se tuer en vélo au Brésil. Ouais. S'il est mort. S'il est mort. Alors, peut-être qu'il m'écoute en ce moment. Je te salue, Michel. J'espère que tu te portes bien. Ouais, ça, t'avais écrit ce livre-là. Puis c'est ça, c'était ça c'était quoi l'idée du livre, justement? Y avait-tu une histoire en arrière de ça ou tu racontes? C'est quoi tu racontais dans ce livre-là? Ce livre-là, ce qu'il raconte, puis ça a été écrit en 2002, ça fait 20 ans, c'est un livre, c'est une autofiction. C'est l'histoire d'un auteur de livres, en l'occurrence moi, qui se retourne beaucoup. En fait,
Ça te prend au pied de la lettre, se tourner vers son nombril à un tel point que t'en arrives à te sucer. C'est un gars qui se regarde un peu trop aller, qui se regarde un peu trop vivre. Puis c'est ça. OK. Fait que je pense que c'est drôle, puis je pense qu'il y a plein de petites leçons à tirer de ça, puis c'est une lecture le fun. Ça avait gagné le prix du public Archambault en 2003-4. Ah ouais. Ouais. En Puis... tant que livre le plus populaire. Écoute, ça a été un très bon vendeur sur le coup. Ouais. Puis par la suite, c'est disparu. C'est pas de la grande littérature. Je pense pas être un grand écrivain, là. Non. Puis plus j'écris pour la télévision ou pour des humoristes, pis ça, il y a comme un... Quand t'écris de la littérature, tu penses les mots, tu penses les phrases, le choix des mots. Puis aujourd'hui, c'est plus l'idée, c'est plus l'image. Fait que c'est comme si j'avais perdu le sens littéraire de l'écriture. Ah ouais. Ça se retrouve certainement, là. Je me demandais aussi, c'est quand qui est arrivé ta rencontre avec Antonio Dilala? Ouais. Parce qu'il y a eu quand même un gros impact dans ta vie. Ben oui, parce que moi, Antonio, je l'ai rencontré à une période de charnière de mon existence, celle où j'ai arrêté de boire, entre autres, parce que j'en étais rendu là, il fallait que j'arrête de consommer. Puis je l'ai connu, il était mon maître associé dans un stage que je faisais en enseignement du français. Même si je continuais d'écrire de l'humour un peu, d'enseigner à l'École nationale de l'humour, j'avais entrepris de terminer mon bac en enseignement du français. Fait que j'ai rencontré Antonio, puis ça a été une rencontre assez marquante qui m'a beaucoup aidé à traverser des moments poches, puis à faire de moi un meilleur auteur, je pense. Puis voilà. C'est quoi, il t'a accepté quand il acceptait déjà plus d'élèves ou un enfant de main? Il était tanné d'avoir des stagiaires, je pense. Puis je pense pas qu'il souhaitait en avoir un de plus. Puis il a lu ton livre ou... Ouais, il a lu un de mes livres. Il a été bien surpris de l'effet que ça lui a fait. Fait que il m'a accepté. Puis on est devenus amis. Au début, c'était plus une relation. Lui, c'était comme un mentor, puis c'était un prof de la mort. Là, Moi, je voudrais que mes enfants puissent côtoyer un professeur de français comme lui était professeur, parce que c'est un magicien. Ouais. C'est un magicien pour apprendre la langue aux étudiants, puis à conduire une classe de secondaire 5. Tu sais, c'est pas un public facile des secondaires 4, des secondaires 5, mais Antonio était un magicien. Fait que j'ai beaucoup appris aussi de l'enseignement, puis de la rigueur aussi. Puis j'ai transposé ça aussi dans l'enseignement que je donnais à l'École nationale de l'humour. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Ah ouais, ça a joué là-dessus? Ouais, ça a fait de moi un meilleur professeur. Finalement, j'ai pas enseigné au secondaire, non, mais j'ai continué d'enseigner à l'École nationale de l'humour. Puis c'est de là, de toute façon, que ma carrière a pas mal démarré quand j'ai commencé à enseigner l'humour. Même si j'étais jeune, parce que j'ai appris à comprendre ce que je faisais. C'est niaiseux, mais j'avais 24 ans, j'avais jamais réfléchi à c'est quoi écrire de l'humour. Là, j'étais obligé d'y réfléchir parce que là, je l'enseigne à des gens plus vieux que moi, puis des fois meilleurs que moi. Puis j'avais Marc Brunet comme étudiant à ma première année. On m'a dit, t'as Marc Brunet devant toi. OK, je peux rien t'apprendre. Parce qu'il était déjà... tabarouette, une coche au-dessus de tout le monde. Ah ouais, c'est ça, t'as le souvenir de lui. Ah oui. Mais ça a été tant mieux parce que s'il n'y avait pas eu, par exemple, Marc, il y avait aussi Stéphane Dubé cette année-là, puis Pascal Lavoie, s'il n'y avait pas eu ces étudiants-là, j'aurais peut-être pu m'enfler la tête, puis les prendre de haut, puis... Et c'est le contraire qui est arrivé. Et Chris, c'était du monde qui était déjà bon, là. Fait qu'il fallait que je sois bon comme prof. Fait que ça m'a obligé vraiment à réfléchir à ce qu'était l'écriture humoristique. Puis ça m'a aidé à développer mon cours. Puis à pas te prendre à la légère. C'est pas les prendre eux à la légère. Ouais. Puis l'école, à ce moment-là, les étudiants étaient payés pour étudier à l'école de l'humour. Mais l'école s'est beaucoup professionnalisée. Puis il a fallu qu'on rende nos cours valables. Tu sais, quand tu charges un bon prix aux étudiants pour étudier, ça veut dire qu'il faut que tu aies de la matière. Et la matière, elle n'existait pas comme telle. En tout cas, la manière de l'enseigner.
Fait qu'on a travaillé beaucoup avec Louise Richer, qui était directrice, qui l'est encore, puis un paquet d'autres professeurs, à développer un matériel pédagogique pour crédibiliser tout ça, faire en sorte que ça soit pertinent. Puis ça l'est devenu, parce que je pense que l'École de l'humour aujourd'hui, c'est une institution qui est sérieuse malgré ce qu'elle enseigne. Là. L'art d'être drôle. Tu sais, avec toutes les soirées d'humour, avec toutes... tu sais, moi, j'ai vraiment fait mon chemin... j'ai fait d'un autre... avec un autre parcours, parce qu'elle est toujours aussi importante aujourd'hui, malgré... Tu sais, même avec Internet, même avec... L'École nationale de l'humour, pour moi, là, elle est toujours aussi pertinente. Ouais, c'est ça. Et importante, mais elle n'est pas et elle n'a jamais été indispensable pour réussir. C'est ça. Pour moi, ça a toujours été comme un condensé. C'est un 5-10 ans que tu vas pas faire sur scène que tu peux faire en une année ou deux à l'École nationale de l'humour. Tu vas apprendre le métier, tu vas côtoyer le métier parce que tu côtoies aussi des professionnels du milieu. En fait, oui, tu peux apprendre par tes propres façons, en observant, puis en te corrigeant, puis en croyant les soirées d'humour, puis en multipliant les capsules sur le web, puis tout ça. Puis c'est tant mieux que ça existe. J'aurais aimé ça que ça existe, moi, quand j'étais jeune. Mais le web, YouTube, là, j'en aurais débarqué des affaires là-dessus. Mais c'est pas obligé, mais ça t'aide à réussir plus rapidement, plus assurément, développer des méthodes de travail aussi qui font en sorte que même si t'es quelqu'un d'artiste et d'un peu indiscipliné, il en reste toujours quelque chose. La preuve, c'est que tous ceux qui réussissent sont des gens qui travaillent énormément fort. Et pour passer au travers de la formation à l'École nationale de l'humour, il faut travailler très fort. Fait que déjà, ne serait-ce que ça te mesure vraiment, je suis faite pour ça. Ouais. Parce qu'il faut que tu te renouvelles tout le temps en humour. Un chanteur, il peut chanter les mêmes tunes pendant 50 ans, puis le monde va l'aimer pareil. Ouais, c'est ça. C'est les Rolling Stones, ça fait 40 ans qu'ils sortent des nouveaux disques. Tu te dis pourquoi on va voir un spectacle pour que vous jouiez les autres vieilles tunes. C'est la nouvelle génération qui fait hey, je t'ai pas vu moi en show. Mais un humoriste, non. Quand tu connais ses gags, tu veux pas les réentendre, tu vas en entendre des nouveaux. C'est ça. Fait qu'il faut que tu te renouvelles tout le temps. Ouais. Puis il y en a beaucoup aussi qui aiment beaucoup être encadrés. Tu sais, moi, c'est carrément le contraire. Moi, j'aime apprendre par moi-même. Je suis autodidacte. Ben, tant mieux si t'en es capable. Puis t'es capable de te discipliner toi-même. Puis tout ça. Il y en a effectivement qui ont besoin d'une... À l'école, ils ont besoin de profs, ils ont besoin de devoirs, ils ont besoin de cours, ils ont besoin d'échéances. Puis quand ils sortent de l'école, s'ils sont bons, ils ont besoin d'un gérant qui les aide à manœuvrer à travers ça. Ils ont besoin d'un auteur qui leur donne un coup de pouce pour fournir à temps le matériel. Puis chacun, en fait, s'adapte. Oui, à sa façon. À sa façon. T'étais comment comme prof? T'étais-tu sévère? Strict? J'étais exigeant. Ouais. Puis je sais que ça devenait presque un running gag à l'école de l'humour que Havard, il rit pas. C'est vrai que je riais pas quand les étudiants... Tu sais, ils me faisaient rire en break ou en dehors de l'école, mais tu sais, quand tu te fais présenter les gags par les étudiants, moi, j'étais en train d'analyser là, ce qu'ils ont fait, puis je veux pouvoir leur répondre correctement. Je suis capable de juger qu'un gag est très drôle, même si j'ai pas ri. Fait que c'est sûr que de se faire dire par Havard, sérieux, c'est très drôle, tout ça. Avec la face la plus monotone et neutre. Ouais, c'est sûr que ça pouvait les troubler. Mais il y a aussi que ça m'a appris à développer... tu sais, tu veux pas humilier. Veux pas, c'est des artistes. Ouais. Puis... C'est des bébites à émotion. C'est des bébites à émotion, puis l'idée, c'était vraiment pas d'humilier devant leurs collègues, parce que c'est fragile, la confiance en humour, puis tout ça. Fait que je me disais, le plus simple, c'est de rire à personne. Comme ça, j'aurais pas l'air d'avoir des préférences, ou il y en aura pas qui se sentiront grandis par rapport à d'autres. Ouais. Mais ça peut être dit d'une manière pédagogique, là, les erreurs que l'un a faites et les succès que l'autre a eus. Mais l'idée, c'est de pas humilier. Je pense que j'ai développé une manière de soulever ce qui était moins réussi. Tu vois, déjà, j'ai l'euphémisme assez dans le tapis. Ce qui est moins réussi par rapport à autre chose pour amener des améliorations. Ouais. Parce que ça peut...
Ça donne rien de dire à un gars que son gag est pas drôle. Si le monde n'a pas ri, là, il le sait, puis il le sent. Fait que pas obligé de fesser sur le clou encore plus fort, mais de travailler à chercher des solutions. Tu te souviens-tu d'une fois que ça t'avait éclaté de rire? Ah, c'est arrivé souvent. Ouais. La plupart du temps, c'est quand il me surprenait. C'est Quand c'est pas prévu ou... Je vais donner un exemple. Chaque semaine, les humoristes devaient faire des présentations, présenter un nouveau numéro. Ils appelaient ça les vendredis. Le vendredi, chaque humoriste et étudiant humoriste devait présenter un nouveau numéro. Puis ils l'avaient développé avec moi et avec un metteur en scène. Moi, je m'occupais du texte et le professeur de mise en scène s'occupait du jeu. Fait que parfois, il y avait des nouveautés qui sortaient, puis quand j'assistais finalement à la présentation du numéro, quand il y avait des choses auxquelles je m'attendais pas, je pouvais pouffer de rire, puis je pouvais rire. Ouais. Ils me font rire. De toute façon, ceux avec qui je travaille me font rire. Ouais. S'ils me faisaient pas rire... Tu serais pas là. Ben non. Puis, c'était comment enseigner à Mike Ward puis Louis-José Hood, tes premières rencontres, le Jeff Mercier, Martin Matt. En fait, Mike était de l'année, une grosse année, l'année de Mike, parce que il y avait Mike, il y avait Martin Matt, il y avait Laurent Paquin, les Chicken Swell. Ah oui. C'était une sacrée année, puis c'est la fameuse année où il a vraiment fallu que j'arrête de consommer. Fait que ça a été, dans ma vie, ça a été une année assez charnière. Fait que j'ai pas le souvenir de tout de Mike, mais je me souviens que Mike était très drôle, puis il y avait une belle complicité déjà. C'était un élève tannant, puis Martin Matt aussi. Fait que c'était deux méchants tannants dans la même année. Ouais. Mais par la suite, tu vois, Jean-François Mercier, moi j'ai eu Jean-François d'abord dans un cours du soir, parce que l'école de l'humour offre aussi des cours du soir à des gens qui veulent juste aller tâter un peu, goûter à ça, c'est quoi l'humour, puis... Moi, c'est de même que j'ai commencé. En écriture ou en jeu? En écriture? Avec Luc Boilly. OK, avec Luc. Puis, tu vois, le cours que Luc donnait, moi, je l'ai donné avant ça, il y a fort longtemps. Et Jean-François, qui étudiait à ce moment-là pour être actuaire, Jean-François était venu suivre le cours d'écriture, puis il voulait voir, en fait, s'il y avait les facultés pour peut-être s'inscrire à temps plein, puis tout ça. Puis déjà, écoute, c'était clair là, dans le cours du soir. Hein, oui, inscris-toi, Jean-François, c'est un asti d'auteur. Puis, mais finalement, il est allé faire aussi la formation comme humoriste, puis s'est inscrit comme humoriste. Fait que des fois, on les voyait de plus longtemps encore, donc les étudiants que je côtoyais comme professeur. Mais c'était tu sais, comme ils sont aujourd'hui, il était de même comme étudiant. Le Louis-José, c'est un gars qui arrivait toujours avec... alors, j'ai 3 numéros, lesquels je devrais faire. Ouais, c'est ça, super travaillant. Quand ils ont travaillé aujourd'hui, il l'était dans le temps, puis tout ça. On pouvait déjà... Tu sais, des fois, on entend dire quelqu'un va regarder des joueurs de hockey mineurs, puis va pouvoir dire, lui, il pourrait aller dans des ligues majeures, puis lui, non. C'est la même chose à l'école. On les voit aller, puis parfois, on se trompe peut-être, mais on peut deviner ceux qui pourraient avoir du succès. Ouais. Là, ça fait 2 fois que t'en parles. Puis si t'es à l'aise d'en parler, mais ça, il a fallu que t'arrêtes de boire un moment donné. Ouais. C'est à comment que c'était rendu, qu'est-ce qui s'est passé? C'était problématique, là. Je t'ai rendu qu'il fallait. C'est un message pour dire que... pour dire que ça va faire 27 ans, tu vois. Fait pour moi, ça fait déjà très longtemps. Parce que j'ai arrêté à 27 ans. Tu sais, le fameux 27, là. C'est ça a tué. Le fameux 27. Puis là, ça va faire 27 ans. Fait que j'ai été aussi longtemps sobre et pas de consommation de drogue, rien, là. Ni drogue, ni alcool pendant 27 ans. Fait que ça fait tellement longtemps que j'ai pas nécessairement de message à passer là-dessus. Sinon, qu'à un moment donné, quand il faut arrêter, il faut arrêter. Ouais. OK. C'est juste parce que je me demandais, vu que c'était la première fois que... Tu sais, je savais même pas que t'avais arrêté de boire. Non, mais ça me gêne pas de le dire que je consomme pas, puis qu'un jour, il a fallu que j'arrête. Un jour, il a fallu que j'arrête tout cela. Tiens. Ouais, t'as mieux. L'important, c'est que tu sois mieux. Ben oui.
OK, puis c'est ça, fait que c'est là que tu as rencontré Jeff Mercier, puis... Écoute, à l'école, j'ai rencontré Jeff Mercier, mais j'ai rencontré aussi Louis Morissette, en fait, les mecs comiques, mais c'est ça, et Louis est devenu depuis un complice, puis un employeur aussi, parce qu'il est devenu un sacré magnat de la télévision. Mais Louis, Jean-François Mercier, Louis-José, Martin Matt, puis tout ça, ouais. Puis moi, je leur enseignais, puis quand ils terminaient leur formation, ils m'approchaient pour que je les aide sur ci ou sur ça, puis je le faisais, puis il se nouait une espèce de complicité, puis je continuais de les suivre ensuite. Ouais. Mais il y avait pas de... Je faisais pas de maraudage pendant qu'ils étaient des étudiants. Non, ben moi, dans le fond, c'est que je voulais m'en aller, c'est que c'est parce que c'est avec JF que tu as créé les Bougons. Ouais. Puis c'est ça a été un énorme succès au Québec. Puis je me demandais comment tu avais eu cette idée-là de faire les Bougons. Comment ça s'est passé, tu sais, de A à Z? Les Bougons, ça m'est venu... moi, j'habitais dans le centre-sud de Montréal, puis il y avait sur les poteaux... c'était une époque où je vivais assez simplement, pour dire les Bohème? choses. Oui, bohème. Bohème, mais tu sais, ça faisait peu de temps que j'avais arrêté de consommer, puis tout ça. Mais j'enseignais à l'école de l'humour, j'écrivais des affaires à gauche à droite, je commençais à nouer des liens avec des humoristes en 97 à peu près. Ouais. C'était en 97. Puis à ce moment-là, j'ai participé à une manifestation parce que c'était annoncé ces poteaux, venez à une manifestation pour plus de justice sociale puis tout ça. Puis j'étais bien partant pour ça, puis j'ai été participer à une manifestation qui a eu lieu au Reine-Élisabeth où nous, les pauvres, nous sommes emparés des plats dans le buffet et on a amené ça sur le trottoir pour dire que de la nourriture, il y en a pour tout le monde, puis solidarité. Et on a tous été embarqués par la police. Ah. Les 300 manifestants, là, puis c'était pas juste du monde comme moi, là, il y avait aussi des parents avec leurs enfants, des personnes plus âgées. Tout le monde a été embarqué dans des paniers à salade, puis comme s'ils voulaient donner un grand coup, faire peur aux gens qui voulaient manifester pour plus de justice sociale, pour leur enlever le goût de remanifester à nouveau. Mm-hmm. Fait qu'on s'est retrouvés en prison, puis tout ça. J'ai trouvé ça extrêmement vache de la part des autorités. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, ces gens-là que je côtoyais dans cette manifestation-là, puis dans le quartier où j'habitais, je me suis dit, je vais en faire des héros à un moment donné. Fait que l'idée est née de là, de prendre ce qu'on appelait des BS, mais que ça soit plus des victimes ou que ça soit pas des losers, que ça soit eux autres qui aient le gros bout du bâton contre le système de merde. Fait que c'est devenu un projet anti-système en glorifiant des gens qu'on pense plus faibles ou plus désœuvrés, mais qui en profitent encore plus que les trous de cul. Ouais, c'est ça. Mais ils en profitent jamais autant que tous ceux qui s'en mettent plein poche, on se mentira pas. Fait que j'ai développé un projet comme ça qui a été à l'origine développé dans une maison de production qui l'a proposé à TQS, qui se voulait le mouton noir de la télévision. Ouais. Et le mouton noir, ils trouvaient ça trop subversif comme projet, fait que ils se sont pas montrés intéressés. À la même époque, il faut savoir que je travaillais sur Les Mecs Comiques, l'émission de télé Les Mecs Comiques avec Louis. Louis commençait à sortir avec Véro, qui jouait dans un musical qui était produit par Fabienne, puis Louis était déjà pas mal Monsieur Contact. Et puis il a joué avec Fabienne, puis à un moment donné, il est arrivé à une réunion des Mecs Comiques et c'est lui qui m'a suggéré, il savait que ce projet-là existait, puis il m'a dit, tu devrais l'envoyer à Fabienne, d'après moi, ça devrait l'intéresser. Puis moi, ça me serait pas passé par la tête parce que pour moi, Fabienne Larouche, oui, elle avait commencé à produire la télévision, mais elle produisait ce qu'elle écrivait elle-même. Mais bon, ça m'engageait à rien. Fait que j'ai écrit ça dans le fax, puis on a envoyé ça, là. Puis elle a lu ça, puis tout de suite après, le lendemain, Radio-Canada avait dit oui. Mais tu sais, avec Fabienne Larouche, les choses se passent très, très vite. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je me suis mis à l'écriture de ça, puis après 3 scénarios, je me suis dit... tu sais, moi, j'aide des humoristes, des gens. Je me suis dit, moi, si j'aurais peut-être besoin d'aide, fait que j'en ai parlé à Jean-François Mercier. Mm-hmm. Jean-François écrivait déjà sur Les Mecs Comiques. Il avait écrit plein de bons sketchs pour un gars, une fille, puis tout ça. Puis Jean-François a lu les premiers scénarios en disant, mais là, tu travailles pour rien, ça se retrouvera jamais à la télévision, ça, là. Parce qu'il commence à avoir l'expérience de la télévision. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Ça a l'air que ça marche. Puis Fabienne Larouche a dit que Radio-Canada n'a pas dit un mot sur les textes, fait que...
Fait que Jean-François m'a donné un coup de pouce pour la première saison, comme ça. Puis toi, t'avais quoi déjà d'écrit? C'était-tu juste un épisode pilote? J'avais 3 scénarios de fait. Puis, parce que j'avais pas de script éditeur nécessairement, parce que Fabienne Larouche, elle a bien des qualités, mais elle était occupée à tabarnak. Ouais. Fait que j'avais pas quelqu'un qui était dédié au scénario comme tel. Fait que je me suis dit, avec Jean-François, j'aurais un 3e œil, puis quelqu'un qui pourrait me donner un coup de pouce. Mm-hmm. Fait que Fabienne était bien d'accord de laisser ça, parce qu'elle était prise sur Fortier, puis Virginie à ce moment-là. Puis Jean-François est venu me donner un coup de pouce, puis il a été tellement aidant que pour la 2e saison, on l'a co-écrit ensemble. Parce que tu sais, t'écris une première saison de 13 épisodes en 1 an et demi, puis après ça, t'as genre 7 mois pour écrire. On a écrit 24 épisodes pour la 2e saison, en 7 mois. Regarde, faut pas faire ça tout seul. Et comme Jean-François avait suivi le processus pendant toute la première saison, on a écrit ensemble la 2e saison, puis la 3e saison. Puis du moment à ce que ça sorte à la télé, est-ce que ça a beaucoup changé, tu sais, de la façon que tu voyais ça? Parce que je sais que j'ai entendu Jean-François dire que au début, celui qui fait le Antoine Bertrand, ben, c'était pas supposé être lui, c'était supposé, tu sais, le personnage, il se voyait plus mince. Moi, je voyais Louis-José Hood. Je commençais à travailler sur le premier one-man show de Louis-José. Puis j'aimais beaucoup l'énergie de Louis-José, tu sais, qui était comme un petit amia nerveux, puis néré, tu sais. Fait que je voyais Junior, Bougon. C'est ça, Junior, ouais. Petit, néré, pas plus brillant là, que Antoine l'a joué, mais plus un petit nerveux, un petit... Ouais. Puis, mais sans... en pensant bien que ce serait pas Louis-José, mais quelqu'un dans cet esprit-là. Puis c'est Fabienne Larouche qui, un jour, nous a dit, regarde Virginie, là, puis regarde tel soir, parce qu'elle savait que je le regardais pas, fait qu'elle était mieux de me dire quel soir, à quelle heure, Chris, parce que... Et j'ai vu Antoine Bertrand jouer dans Virginie, parce qu'il commençait dans Virginie. Écoute, tout de suite, en une scène, tu voyais qu'Antoine pouvait être drôle, pouvait être touchant, puis pouvait être épeurant. Ouais. Fait que c'était parfait. C'est là ça t'a parlé. Ah oui. Okay. Puis on va se le dire, un personnage bien enrobé, que ça ne gêne pas du tout, puis qui est bien dans sa peau. Quand t'écris de l'humour, ça facilite les choses. OK, ouais. Puis y a-tu d'autres affaires de même que ça a changé en cours de route par le temps que ça soit sorti? Ben écoute, je te dirais que on pensait pas un jour changer le sexe de Mao. Mais les journaux avaient annoncé, le Journal de Montréal, après la 3e semaine, il avait titré quelque chose comme Le petit chinois, c'est une chinoise ou quelque chose comme ça, parce que c'est Rosalie Jacques qui jouait un petit garçon d'origine asiatique. Fait que, parce qu'elle était encore jeune, Rosalie, à ce moment-là, on va lui donner un petit coup de pouce à la fin de la première saison. On révèle que c'est une fille. Ouais. Comme ça, elle a pu être fille dans les épisodes suivants, dans les saisons suivantes. Ouais. Mais c'est des choses... t'as pas beaucoup de contrôle là-dessus. Là. Puis toi, en écrivant cette série-là, est-ce que t'étais déjà convaincu du succès que ça allait avoir? Pendant tout le temps où on écrit, et Jean-François te l'a certainement dit, on était sûr que ça irait pas jusqu'en ondes. Ouais. On était sûr que ça serait pas tourné. Quand ça a été tourné puis qu'on a vu les images, parce que là tu l'as dans la face, là, de quoi ça a l'air. Là, ça existe. Là, ça existe, puis c'est ça, là. Là, on était encore plus sûr que ça se rendrait pas en ondes. Et une fois que ça a été en ondes, on était sûr que ça allait débarquer des ondes. Ouais. Puis finalement, c'est resté. Parce que Jean-François et moi, en plus, on avait travaillé sur une émission qui s'appelait Dieu reçoit. Ouais. Dieu reçoit, c'était Claude Legault qui jouait le personnage de Dieu. C'était un concept de Claude et Pierre-Yves Bernard. Puis t'avais Claude qui jouait Dieu. Puis écoute, après une émission, il y avait eu tellement de plaintes à TQS que ça avait été retiré des ondes ou ben non, pitché genre à 23h en fin de soirée, sans publicité, parce qu'il y avait eu trop de plaintes, il avait perdu des commanditaires, puis tout le monde s'était... Écoute, on rit pas de Dieu. C'est Dieu, faut pas rire de ça. C'est qu'on s'en calisse. Ouais, je le dirais pareil. Fait que Jean-François puis moi qui avions vécu cet événement-là, ben, on n'aurait pas été surpris là, qu'à un moment donné, Radio-Canada nous dise écoutez, finalement, on va enlever ça des ondes. Puis non, ça a été un succès. On a eu des pics de fou. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont venus voir par curiosité, voir c'est quoi de ce dont tout le monde parle. Mm-hmm. Mais on s'est rétabli à une moyenne
très, très Quand même. appréciable. Ben ouais, Un puis grand très succès. élevé. Là. Ben ouais. Ouais. Moi, je me souviens, mon dentiste m'avait dit, à cette heure, ce soir-là, je ferme plus tôt, puis de toute façon, il y a personne qui va avoir un rendez-vous pendant les bougons. Ouais. Fait que moi aussi, fait que je ferme le... Ah, là, il ferme la boutique. Il ferme le cabinet. Mais ça me rappelait aussi quand j'étais jeune, moi je travaillais chez Steinberg. Steinberg, c'est une vieille épicerie genre métro IGA. Ouais. Je travaillais là quand j'étais étudiant. Dans le temps de lancer compte, là, les jeudis soirs de lancer compte, là, écoute, le magasin était vide. Là. Ouais. Les gens regardaient lancer compte. C'était la nouveauté qui marchait très fort. Fait que... Ouais. Puis, fait que c'est ça, fait que vous attendiez pas à ce que ça pogne. Est-ce que vous attendiez à ce que... parce que ça, quand c'est sorti, dans le fond, il y a Rémi Gérard qui vous a un peu sauvé. Parce que là, je pense que les journalistes voulaient commencer à bâcher dessus. Puis il a fait, hey, là, vous commencerez pas ça. Ou un affaire de même. C'est lors de la présentation, on appelle ça une présentation à la presse. Ouais. Radio-Canada réunit des journalistes puis des critiques de télé dans une salle, puis on présente ce qu'est l'émission. Fait qu'on a présenté, je crois bien, les deux premiers épisodes. Ouais. Et après le visionnement, d'habitude, t'as des questions, tout ça. Et là, c'était le silence total, puis on se tenait devant les journalistes. Et c'est Éric Rémy qui s'est élevé, qui s'était fait la voix de ses collègues, je pense, parce que pour dire mais là, vous pensez pas que c'est pas correct de rire des DBS pis tout ça, pis des assistés sociaux pis... Et c'est à ce moment-là que Rémi et Christ a mis le pied à terre pis leur a bien fait comprendre que non, l'avez-vous regardé l'émission, ça rit pas des assistés sociaux, ça rit avec eux de tout le reste du système de merde pis tout ça, pis c'est pas une émission qui vise à... Fait que, Justement, eux autres, ils profitent des failles. C'est ça. C'est ça que ça dénonce dans le fond. Ils profitent des petites failles parce que rapidement, ça a peut-être aidé. Tu choisis pas quand tu lances une émission de télé. Là, les étoiles étaient très alignées. Il y avait le scandale des commandites du gouvernement libéral fédéral. Et puis, tout de suite après la première émission, il y avait sur le web puis tout ça, puis paraissait des parodies de la famille Bougon, mais avec la face de Jean Chrétien. Ouais, c'est ça. Fait que tout de suite... Des mimes. Oui, des mimes, exactement. Avant que ça existe. Et ça montrait que les gens avaient compris que, oui, les Bougons, c'est des petits crosseurs, mais c'est des petits crosseurs, pourquoi? Parce qu'ils disent, asti, il y en a qui crossent tellement plus gros, regarde. Allez tout chier. Nous autres aussi, on va tirer notre épingle du jeu. Mais c'était le reste du système qui était surtout dénoncé. Puis c'est d'ailleurs le personnage de mon oncle dans Les Bougons était très important parce que c'est lui qui se voulait le mouton blanc de la famille, puis qui sortait, puis qui allait mettre le pied dans ce système-là, puis qui à chaque fois était abusé, était maltraité, était constaté. C'est vraiment une vie de marde. Ouais. Alors que tout le reste de la famille avait bien compris ça. C'est ça, puis c'est la relation comme dans un duo du straight man puis le puncher, tu sais. Oui. Ça, tu vois, je me souviens, dans les premiers scénarios, ou en tout cas, originellement, mon oncle était comme les autres. Puis ça a dû venir... Tu sais, tu développes une série télé, tu développes des personnages, des situations, puis à un moment donné, tu cliques... Ah, Chris, non, on va le mettre à contre-courant du reste de la famille. Fait que là, tu réécris toute la patente. Pour faire sortir les autres. Ouais, ça va faire sortir les autres. Lui, ça va le faire ressortir, puis... Ouais. Puis moi, je me demande, c'est où que vous trouviez l'inspiration pour toutes les crosses? Mais parce que tu sais, il faut quand même les connaître, puis là, il faut que tu inventes à partir de ça. Il y en a qu'on connaissait, il y en a qu'on avait déjà mis en application, Jean-François puis moi, mais quand tu regardes ça avec le recul, sur 50 épisodes, à un moment donné, il y en avait plus tant des crosses. Puis ça aurait été de toute façon redondant si semaine après semaine, ça aurait été bon, ça va être quoi la nouvelle crosse? Les gens se sont heureusement attachés aux personnages, puis les personnages sont devenus plus gros que nature. Fait que tu sais, Junior s'est fait une blonde, mon oncle a voulu se suicider, puis il est parti de la maison pour essayer de marcher par lui-même dans la vie, puis fait que les gens s'intéressaient aux personnages, puis les regardaient vivre dans notre monde de marde, dans notre monde misérable, dans ce système pourri. Non. Mais c'était plus comment ils vont crosser le système, même s'il y en avait toujours un peu.
Mais c'était plus ça l'ingrédient principal. Parce que sinon, ça aurait devenu rapidement... bon, ça va être quoi cette semaine? Puis ça aurait pu devenir redondant. Puis finalement, y en a-tu eu de la censure sur ces épisodes? Il y a eu un truc de censuré qui a été mis d'ailleurs sur les... À l'époque, on vendait les séries en DVD. Ouais. Une autre époque, les DVD, ça, les jeunes. Mais ça a été vendu en DVD. J'adore les DVD. Ah oui, t'en as? J'en ai plein là. Mais tu vois, il y avait un bonus où on voyait le truc. C'était Dolores Bougon qui sortait de sa chambre en même temps qu'un curé. Puis elle avait un strap-on attaché sur elle. Ouais. Puis elle le mettait sur la table en s'assoyant après que le curé soit parti. Puis je me souviens plus qui entrait dans la pièce, mais Papa Bougon lançait le strap-on à terre. Puis t'avais Ben Laden, le chien, qui lichait le strap-on. Puis Papa Bougon disait « Ça goûte le bon Dieu, hein, mon Ben? » Fait que, tu vois, ça a pas passé. Non, ça a été censuré. Je comprends pas. Moi, je comprends pas non plus. Mais ça a été le seul moment. Je suis devant. Ouais. En même temps, aujourd'hui, ça passerait. Hein? Ouais. Penses-tu? Ben oui. Puis t'aurais aucune plainte. Bon, il y aura plein de plaintes, mais justement, aujourd'hui, il y en aurait tellement de plaintes qu'on dirait c'est un succès. Ça a bien marché. Il y a eu plein de plaintes. On est content. Ouais. Penses-tu que justement, ça pourrait se refaire, ça? Mettons, si t'avais l'idée aujourd'hui, penses-tu que ça pourrait se refaire dans une époque comme aujourd'hui, les Bougons? Moi, ça va être très prétentieux ce que je veux dire, mais je vais le dire pareil. On parvenait à être très intelligent, aussi intelligent que vulgaire. Fait que si tu me demandes, est-ce qu'il y a encore de la place pour une série télé aujourd'hui qui serait intelligente mais vulgaire, je dirais oui. Okay. Ce que ça présentait, c'est-à-dire des gens qui profitaient des failles du système pis tout ça, je sais pas si aujourd'hui ça serait encore l'angle à privilégier. Je pense pas que ce serait hot, mais être vulgaire mais intelligent, je pense qu'il y aura toujours de la place pour ça. Tu sais, dans les beaux malaises, de toute façon, il y avait bien des bouts qui étaient assez crus, là. Mm-hmm. Fait que, puis vu que c'était encore plus réaliste que les Bougons, je pense que c'était encore plus dérangeant, mais les gens adhéraient quand même parce que le personnage de Martin était quand même désinvolte, puis il y avait de l'amour, puis de l'affection quand même, puis Fait que non, je pense que il y aura toujours de la place pour ça. Que ce soit juste vulgaire. Et Christophe, ça prendrait un diffuseur qui mettrait ça à je sais pas quelle heure, puis ouais. Puis si c'était à 1 heure de pas grande écoute, ça fait en sorte que t'as pas des gros commanditaires, puis ça fait en sorte que t'as pas beaucoup d'argent. Fait que ça fait en sorte que ça donne un produit qui est d'une qualité moindre. Fait que si c'est d'une qualité moindre, c'est moins regardable. En tout cas, bref, c'est comme... Mm-hmm. Fait que, mais non, même pour quelque chose qui serait vulgaire, mais quand même avec un sens, une profondeur, je pense qu'il y aura toujours de la place. Okay. Puis, est-ce que tu dirais que ça serait la même raison du succès de cette série-là, justement? Ben, il y avait quelque chose d'audacieux. Il y avait quelque chose... En fait, beaucoup de gens disaient qu'on disait tout haut ce que le monde pensait tout bas, puis... Ouais, la série du peuple, là. Ça. Ouais, puis... Tu sais, il y a bien des gens qui fourraient pas le système, mais qui se réjouissaient de voir ces gars-là, cette famille-là, rendre ça public. Mm-hmm. Il y a beaucoup de réflexions contre tout ce qui nous fait chier dans la vie. Fait qu'on se reconnaissait dans cette famille-là. On se reconnaissait aussi de toute façon, dans l'affection qu'ils avaient les uns pour les autres, l'espèce de solidarité. Tu sais, c'était un clan qui était attachant malgré tout. Mm-hmm. Fait que... Puis ça a commencé, c'est ça, avec ta rage de vouloir justement dénoncer. Ah oui, mais moi j'espérais qu'après 3 émissions, là, il y aurait des vols des magasins, puis ce serait le chaos, puis la révolution, puis tout le monde fourrait. L'anarchie. Eh non, tu sais, ça fait fermer les magasins pendant les Bougons parce qu'il n'y a pas de clients, c'est tout. C'est tout ce qui s'est passé. Non, c'est là que j'ai été un peu... Faut dire que j'étais peut-être idéaliste ou rêveur, mais j'ai réalisé que la télévision changeait pas le monde. Non. Non. Puis tu sais, quand tu vas faire l'épicerie, puis tu te fais dire... Je me faisais autant féliciter pour le propos anti-système que hey, vous faites bien de rire des hosties de BS. Puis toi, t'es comme... T'as rien compris. C'est ça. Fait que t'as rien compris, mon gars.
Fait que le secret du succès de cette émission-là, c'est peut-être justement de ne pas avoir été compris de la même manière par tout le monde. Parce que ça permettait à tout le monde d'y trouver son compte, puis... Mais bon, c'était pas ça qui était voulu. Non. Mais c'est aussi, tu sais, c'est dans la vie d'un artiste, là, quand toutes les planètes sont alignées, puis que les textes sont bons, les acteurs sont bons, la réalisation est bonne, et ça arrive en plein dans un bon moment pour qu'un peuple voit ça à la télévision. Regarde, on a été choyés, là. On n'a rien décidé de tout ça, puis tout est arrivé en même temps. Fait que... Puis vous autres, vous avez pas voulu jouer dedans, toi, puis JF? Oh, on apparaît à un moment donné. Jean-François apparaît même plus d'une fois. Il fait même le rôle d'un travesti à un moment donné. Une autre fois, on apparaît tous les deux comme les deux auteurs rebelles de la télévision pas propre. Puis, moi, c'est des petits caméos de rien, là. Puis comment vous avez géré la controverse quand que... Ben, c'était facile à gérer parce qu'il n'y a pas de réseaux sociaux dans ce temps-là. Ouais. Fait que si tu voulais te plaindre, il fallait que tu écrives une lettre à Radio-Canada. On dire, ça limite les plaintes beaucoup. Ou sinon, t'as la critique journalistique. Ouais, mais la critique, finalement, Rémi les avait tournés de notre bord, puis OK, c'était ouvert, puis fait qu'on l'a eu avec nous. Puis de toute façon, l'adhésion du public, tu sais, que le monde aime ça fait en sorte que des gens qui auraient pu prendre le crachoir pour dire « tu sors pas d'allure ». Ouais, les pauvres. Et ils seraient allés à contre-courant, parce que non, nous autres, on aime ça, cette émission-là. Fait que ça, le succès a fait beaucoup taire ceux qui auraient pu s'en prendre à l'émission. Mais surtout, on n'avait pas de réseaux sociaux, là. Il n'y avait pas de Facebook, puis il n'y avait pas de... Ouais. Puis c'est ça, l'émission a été vendue en France? Toi, t'as-tu participé à l'adaptation? Non, on s'est juste... Jean-François et moi, on a juste participé à se faire chier à suivre l'adaptation. Ça a pas été un succès, ça a pas été agréable comme processus. Puis ça a pas été bien mené de l'autre côté, à mon sens. Puis... ouais. Fait que fait qu'il n'y a pas eu un bel échange. Non. Pas en tout. Écoute, je vais te donner juste un exemple assez simple. Là-bas, ils collaient 2 épisodes ensemble parce qu'ils voulaient diffuser pour 50 minutes de télévision. Ouais. Fait que nous autres, les épisodes, à part certains épisodes qui étaient feuilletonnants, c'est-à-dire à suivre, et je pense qu'on avait 2 fois des épisodes à suivre, mais autrement, c'était pas des épisodes à suivre, là, c'était des épisodes... Fait que tu sais, tu colles 2 épisodes qui vont pas ensemble, tu les colles ensemble parce que tu les trouves tous les deux drôles, tu essaies de bricoler un lien, et surtout, c'est que tu veux faire 50 minutes de télévision en adaptant 40 minutes de texte. Puis tu te forces pas le cul pour écrire un 10 minutes de plus pour bien remplir la patente. Fait que imagine-toi les bougons qui s'étaient rythmés puis tout ça, puis que le monde disait « Tabarouette, on voit pas le temps passer, c'est... » Là, c'était étiré comme la gomme ballon. T'as 10 minutes de télé de plus que ce qui est écrit, là. Non, mais c'est 10 minutes de marde, tu sais. Ouais, c'est 10 minutes de temps mort, de mou, de... Fait que ça a pas été un succès, puis ça a pas fonctionné. Non. Bon, c'est la vie. Ben ouais. De toute façon, pour nous autres, c'était comme un bonus, là. Tu fais pas des séries télévision en disant « J'espère que ça sera vendu à l'international. » Quand ça arrive, t'es content. Puis quand ça tourne mal, tu te dis « Ben, coudonc. » Ouais, mais en même temps, s'ils changent, tu sais, parce que moi, c'est mes textes, c'est mes bébés, tu sais, si tu le changes, là, je fais Chris, j'aime mieux que tu le fasses pas que tu donnes une version poche de qu'est-ce que j'ai fait, là, tu sais. Ben, c'est peut-être d'avoir écrit pour plein de gens différents, puis pour plein de projets de télé. Je suis pas si attaché que ça, moi, à mes textes. OK. Fait que t'as une ouverture à... J'ai une ouverture, mais moi, j'aurais aimé qu'ils travaillent fort, puis qu'ils travaillent... Tu sais, il y en a des très bons auteurs en France, là, tu sais, que ce soit aussi bien fait là-bas, avec ce qu'on leur proposait comme matériel, que ce qu'on avait fait ici. Et c'est pas ça qui a été fait. Fait que c'est ça qui était décollissant, là. Puis toi, t'as déjà adapté, tu sais, Caméra Café. Caméra Café était une émission française. Une émission française. Qui a été adaptée au Québec. Fait que tout c'est déjà un peu c'est quoi faire ce job-là. Je sais c'est quoi. Puis je sais que ça demande du travail, puis ça demande... tu peux pas prendre un sketch, même s'il est très drôle pour la France, le livrer à Aziz, là, ça se peut pas. Ça marche pas comme ça. Écoute, dans un des épisodes, je me rappelle, on avait un chien enragé.
Et il s'appelait Denis Coderre, au Québec. Ouais. Fait que tout de suite, les gens au Québec pouvaient Catch. comprendre que c'était Denis Coderre, le ministre libéral, Ouais. qui est devenu maire par la suite. Chris, quand ils ont adapté, ils ont gardé le nom de Denis Coderre. Voilà, what the fuck, ça a hostie. pas rapport. Vous n'avez pas des hosties de politiciens que vous pourriez utiliser leur nom, le donner aux chiens pour donner une impression d'eux. Mais non. Ils ont rien compris. Non. Autant que le gars qui est comme rien des BS, destiné à l'épicerie. À peu près. Ouais, Je pense qu'il l'a peut-être jamais compris, c'est qu'on riait pas de... Mais bon, c'est la vie. OK. Puis, tu sais, parler de controverses, t'as travaillé sur des bye-bye, plusieurs bye-bye. Puis, justement, ça représente quoi le défi de faire un bye-bye, tu sais? Un bye-bye, c'est J'imagine que c'est pas pantoute la même affaire, là, la même game. c'est un gros bateau. Ouais. C'est l'émission la plus regardée. Puis tu veux plaire à tout le monde, puis tu veux être le plus mordant possible, le plus drôle possible, le plus... Mais t'as le juridique qui est très important, puis très impliqué. T'as le diffuseur qui est très impliqué. Fait que c'est de manœuvrer à travers tout ça. T'as le producteur aussi qui voudra pouvoir bien faire les choses, mais... fait que... je suis content j'ai regardé celui de cette année, mais j'ai trouvé que la bande à Simon Olivier avait fait un bien beau travail, puis je sais ce que c'est, passer au travers ça. Ouais. Ah, parce que toi, t'as participé à celui de 2008, là. Oui! Le bye-bye de la mort. Mais écoute, ça a été une expérience de vie inoubliable. Écoute, moi, je me souviens de la conférence de presse de Louis Véro, Quand ils sont à revenus. l'hôtel machin Ah, truc. ok, ouais. Et puis, je me souviens, j'étais avec Louis, là. Puis on traversait, écoute, on entrait comme Elvis par la cuisine de l'hôtel pour arriver à la salle de conférence de presse. Et je suivais Louis, puis je me souviens lui avoir dit, Louis, merci de nous faire... Louis était tout croche, il était à l'envers, pauvre Louis. Mais moi, j'avais l'impression de vivre, là. Tu sais, tu vis un hostie de moment hot, là. T'es enfin la rockstar. Écoute, pas moi, malheureusement, c'était Louis et Véro, mais... Personne veut te sucer, par exemple. Moi, je les suivais, et quand Véro puis Louis entrent dans la salle, écoute, le crépitement des appareils photo, là, j'avais jamais entendu ça. D'après moi, Céline Dion se flash les boules. Il y a moins de flash, de clic Ouais. que ça. C'était inoubliable. Je sais que pour Louis, c'est pas un beau grand... moment. Non, c'est pas un beau moment. Mais moi, je l'ai vu comme... écoute, tout ça, là, pour une émission de télé, là. Ouais. Hey, écoute, t'as l'impression d'être sur la Lune. C'est de la science-fiction. Ouais. Puis j'étais avec Jean-François Léger, parce que Jean-François aussi, qui est un auteur, mais il avait aussi travaillé sur le bye-bye. Écoute, on tripait, nous autres. Ah ouais. On tripait. T'as pas le temps de triper. En tout cas, T'étais-tu devant les projecteurs, toi? si tu regardes les YouTube des patentes, tu me vois en arrière avec mon manteau d'hiver, puis je bois mon café, puis c'est Louis et Véro qui répondaient aux questions des journalistes, évidemment, mais on était solidaires des choix qui avaient été faits, puis tout ça, des décisions qui avaient été prises. Mais tu sais, le monde ne s'intéressait pas trop à... Mais d'avoir vécu ça, ça a-tu changé de quoi dans ta façon d'écrire ou dans ta façon de percevoir la télé ou le grand public? D'avoir vécu toute cette shit-là? Ben, c'est plus par rapport aux médias, parce que le grand public m'a dit si les médias avaient pas soulevé certains points par rapport à ce bye-bye-là, le grand public, t'avais 50% des gens qui avaient aimé le bye-bye, puis 50% qui l'avaient pas aimé. Fait que c'était une bonne année, comme d'habitude. Fait que non, par rapport au public, non. Mais par rapport aux médias, je trouvais qu'ils en faisaient beaucoup trop pour quelque chose qui méritait pas ça. Ouais. Quand tu penses à toute la misère qu'il y a sur la planète, Chris, vraiment, là, toute cette énergie-là, là, pour poursuivre les auteurs d'un bye-bye, hey, come on. Vous avez-tu eu des poursuites? Non, mais poursuivre dans le sens de suivre. Cette campagne-là. Là. Ouais. Tiens. Mais ça t'a pas laissé amer ou... Non, ça, c'est sûr que on y réfléchissait par deux fois par la suite. On a certainement... ça l'a affûté notre jugement. On n'est pas des imbéciles. On a appris de nos erreurs. Puis je dirais pas que
je me ferai pas une gloire de revivre ça une deuxième fois. Là, il y a des Non, choses que j'ai c'est vécues ça. dans la vie. Je suis content de les avoir vécues une fois, là, pas deux. Fait que, il y a des erreurs qu'on a faites qu'on répétera pas, là. Non. Mais, qu'est-ce qu'on les a vécues? On n'a pas tué personne, là. Non, c'est ça, Fait que- c'est ça. Puis, y a-tu... pourquoi vous avez arrêté les bougons? Que vous avez décidé d'arrêter? Vous avez fait le Parce que ça tour? faisait 50 épisodes, puis quand ça fait 50 épisodes que t'écris, t'as pas mal fait le tour. Mhm. Jean-François avait commencé pendant la 3e saison, d'ailleurs, et en même temps qu'on travaillait la 3e saison, on travaillait les textes de son premier one-man show, le show du Gros Cave. Ouais. Fait que Jean-François avait des visées comme humoriste, de stand-up, de scène, pis tout ça, avec son one-man show. Puis moi, on a plein le cul, là. J'étais épuisé. Parce qu'en même temps, je menais un paquet d'autres projets. Puis 50 épisodes, là, tu sais, tu veux pas à un moment donné faire celui qui serait de trop, ou la saison de trop. Mhm. Fait que je préfère... Ouais, c'est ça, Ça laissait un j'imagine. bon souvenir. J'imagine que quand ça a un gros succès de même, ça doit quand même... en tout cas, faut pas que ça te trotte dans la tête le... Ah, Chris, ça va-tu être celui de trop, tu sais? Qui va faire que... Tu sais, t'as mieux partir sur ta gloire que de... Ouais. Même la partir troisième queue entre les saison, jambes. là, on l'a appréhendé, Jean-François et moi, je me rappelle, on était assis dans la salle de réunion, on s'est dit, on va faire l'inventaire de ce qu'on n'a jamais vu à la télévision, parce qu'on va aller encore plus loin que tout. Ok. Fait qu'on a fait de l'inventaire. Fait que c'est pour ça que t'as, par exemple, un crucifix qui sort de la noune de Dolores quand on parle de l'avortement. Il y a aussi quand il se met à furer dans le cul. Puis tu sais, il y a un paquet d'affaires. On a fait une liste. Puis après ça, on s'est dit, on va montrer des affaires. On va aller au bout, là. Ouais. C'était comme Le tout pour le tout. C'est comme un suicide artistique. Professionnel. En tout cas, ouais, on va aller au bout. Puis à un moment donné, c'est eux autres qui vont nous mettre dehors. Mais non, calique. Fait qu'après 50, on a fait le tour de la Ok. question. Puis c'est tant mieux. Je pense que ça laisse Ouais. un beau souvenir comme ça. Puis vous avez fait un film, pourquoi pas refaire une autre série ou plus le film? En fait, le film, écoute, le film était écrit bien avant qu'il sorte, là. Ouais. Il était, en tout cas, pas le même scénario, mais la même idée. La base. hein? La base était pas mal toute existante, puis elle datait de, genre, l'année suivante de la série télé. Fait que... Mais tu vois, quand le film est sorti, il y avait Trump aux États-Unis, fait que on dirait qu'encore une fois, les bougons s'alignaient pas mal, malgré tout, Mhm. contre toute attente, dans un air du temps qui faisait en sorte que si les Américains pouvaient élire Trump, mais pourquoi le Québec pourra pas élire Paul Bougon? Ouais. Fait que, pis c'était pas... Regarde, au cinéma, au Québec, tu planifies pas les affaires. Fait que c'est arrivé comme ça, puis c'est tant mieux. Fait que peut-être que c'est ça. Mhm. Mais le film c'est correct, mais Est-ce que tu sens que tu t'es tiré un peu à la sauce ou... ça me fait penser. Moi, j'aime beaucoup Tintin. Puis il y avait à l'époque Tintin et le lac aux requins, qui était un dessin animé duquel ils ont tiré une bande dessinée par la suite, mais ça se voulait un Tintin en dessin. C'était pas aussi bon que les bandes dessinées. Fait que je te dirais, le film, c'est bon, mais Ça rend pas justice à la série. pas autant, non. Ok. C'est pas aussi sale. Mhm. On a eu certains soucis, de toute façon, pendant le tournage, puis tout ça. Comme quoi? Ben, Antoine a eu des petits soucis de santé, ce qui a fait en sorte que des scènes qui ont pas pu être tournées. Fait que, non, au final, c'est pas une expérience que... Je trouve pas que ça a été la meilleure idée. Mais ça donne un film correct. Ouais. Mais En même temps, tant qu'à faire, aussi bien créer une autre saison. une autre saison ou écrire un film original pour dire les mêmes choses. On aurait pu... créer- Ah, ok. Au lieu d'essayer d'adapter. C'est ça. Ouais. Ok. Parce que ça aurait pu autant fonctionner. Ça aurait pu. Ouais. Ok. Mais en même temps, si t'avais fait ça, il y a sûrement du monde qui t'aurait reproché. Ben là, t'aurais pu pogner les bougons. Tu sais, il y a tout le temps. Il y a toujours du monde qui sont pas contents. Je voulais te demander, parce que tu sais, moi, je suis bien indépendantiste, là, tu sais, puis j'adore Pierre Falardeau, puis je me demandais, c'est quand parce que tu as travaillé une couple de fois avec, là, puis je me demandais, ça a été quand ta première rencontre avec lui?
En fait, j'ai pas travaillé avec Pierre. Je l'ai rencontré. La première fois que je l'ai rencontré, c'était pour lui demander s'il accepterait de préfacer un livre. Ça s'appelait Avare Chronique. Ouais. C'était comme un best-of de mes chroniques, parce que j'ai été chroniqueur d'un paquet de médias. OK, je pensais que t'avais travaillé. Et j'ai demandé à Pierre s'il accepterait de préfacer, puis il l'a fait avec plaisir, puis avec wow, il a écrit quelque chose de vraiment chouette. En fait, moi, j'avais travaillé sur Elvis Gratton. Bob Gratton, Ma vie, My Life, la série télé, qui était l'adaptation de l'univers que Pierre et Julien Poulain avaient développé. Moi, j'ai travaillé avec Julien parce que Julien jouait les textes de Bob Gratton, mais j'avais pas côtoyé Pierre à ce moment-là. Pierre avait... Un peu comme si aujourd'hui quelqu'un se disait « Je peux-tu écrire des bougons? Ouais, vas-y. » Tu sais, je touche des droits. Là, ouais, c'est ça. Pierre touchait les droits de ça, là, mais il était pas impliqué du tout. Et je l'avais pas côtoyé. J'avais côtoyé Julien. Fait qu'à ce moment-là, pour le livre, j'ai demandé à Pierre. Et par la suite, j'avais quitté le Ici, qui était l'hebdomadaire où je signais aussi des chroniques. Puis je cherchais un remplaçant, puis j'avais suggéré Pierre. Fait que Pierre, était devenu chroniqueur, avait pris mon fond de page, mon fond de journal. OK, ton espace. Mais on n'a pas travaillé ensemble. Il y a certainement une communauté d'esprit, d'idées, puis de manières aussi. Mais c'est non. ça, c'est ça, vous ressemblez un peu sur le franc-parler. Je me le suis fait dire souvent, puis pour moi, c'était toujours un honneur. Là, tu m'insultes pas si tu dis que tu me rappelles Falardeau, mais on n'a pas travaillé ensemble, non. Quelle influence qu'il y a eu sur toi, Pierre? Ben, une influence immense. Pour moi, de toute façon, l'univers d'Elvis Gratton, le film original, mais même le 2 et le 3, j'aime bien le 3, moi, qui est sur les médias. Pour moi, c'était du bougon. Il y avait quelque chose... les bougons sont très proches de cet univers-là dans la description des Québécois, du Québec. Puis, fait que ça, c'est effectivement assez marquant. Mais son désir affirmé d'un Québec indépendant m'a toujours ravive. Puis on partage la même opinion. Ouais. Tu y crois-tu encore? Oui. J'y crois toujours autant. Je pense toujours autant que ça arrivera, mais pas ces temps-ci, visiblement. Ouais. C'est pas le... Mais, tu sais, il va arriver des choses à un moment donné où on va l'avoir d'en face que c'est la chose à faire pour se réaliser davantage. Mais en ce moment, de toute façon, on traverse une pandémie. Je pense que la dernière chose qui nous préoccupe, c'est l'indépendance du Québec. Pour le moment. Ouais. Ou au contraire, peut-être c'est ça que ça va nous faire réaliser aussi. Ouais, mais je pense pas que d'avoir été indépendant, on aurait été à l'abri, ça aurait changé quoi que ce soit de ce côté-là. Là. On aurait pu fermer les frontières plus rapidement, ça c'est sûr. Oui, mais au final. Ouais. Mais c'est ça. Moi, en tout cas, j'aimerais ça en tabarnak, là, même qu'à chaque fois que j'entends que quelqu'un est indépendantiste, moi, je veux tout le temps y en parler parce que moi, dans mon podcast, c'est important, ça. Ben, c'est le fun d'en parler. J'ai travaillé aussi, j'ai fait de la script édition et travaillé sur la 3e saison de La Maison Bleue. Ouais. On a été critiqué par Jean-François Lisée qui trouvait donc on se moquait de ce que serait un Québec indépendant, puis tabarouette, on peut même pas rire un peu de nous, de toute façon, on se moque du Canada, puis on se moque de tout, là. Bon Dieu, pour une fois qu'il y avait une fiction qui existait sur le sujet. Puis surtout, ce que ça montre comme série, c'est que ce serait ni mieux ni pire, ce serait pareil. Fait que tu sais, si t'as peur de l'indépendance, regarde, calme-toi, ça changera pas ben tant de choses que ça. Ça risque juste d'améliorer ce qu'il va pas. Puis dans le fond, les bougons, c'est un message qui est quand même trash, tout ça, mais qui reste politique, tu sais. Puis est-ce qu'on le voit, le côté indépendantiste là-dedans? On le voit-tu? Je me rappelle pas. Je pense que c'était pas nécessairement le propos. Il y avait quelque chose anti-anglophone. Non.
Non, c'était pas le propos. C'était pas le propos, mais s'il y en avait été question, il y en aurait été question. Là, Ben, ça aurait pu, tu sais. Ça aurait pu. Puis regarde, le monde le sait, tous ceux qui me connaissent, même ceux qui me connaissent pas, ils doivent se dire, lui, il doit être indépendantiste. Ben oui, je le suis. J'ai pas de gêne à ça, mais... Ah, c'est comme s'il faut être gêné quasiment de le dire. Mais non, c'était pas le propos. Tu vois, tu me parlais de Pierre Falardeau, puis je me rappelle dans les Bougons, on faisait des pastiches d'affaires. Il y avait un pastiche des Ploufs, et il y avait un pastiche du temps des Bouffons. Qui est un magnifique film, en fait, sur l'establishment anglo-québécois. Ah oui, le Beaver Club. Yes, monsieur. Puis là, il t'insulte ça, Ouais, il t'insulte ça, puis nous, c'était la famille Bougon qui était invitée chez le beau-frère, qui était joué par Gaston Lepage, qui était l'espèce de big shot. Ouais. Puis il était invité dans une espèce de Beaver Club, puis t'avais un speech, il y avait des plans qui rappelaient le temps des bouffons, puis t'avais la narration de Maman Bougon qui chiolait contre le monde, et c'était directement inspiré visuellement là, de la même manière qu'on l'avait fait pour un film de Charlie Chaplin, puis du film Les Ploufs de Gilles Carle, puis tout ça. C'était un pastiche du temps des bouffons de Pierre Falardeau. C'était un petit hommage en même temps. Ouais. On a fait des hommages. Écoute, il y avait ces trois-là. Ça, c'est parce que j'avais fait de la découverte. À un moment donné, j'ai vu un film français au début des années 2000. Puis, j'ai été... Je regarde le film, tu sais, c'est un film écoute, pas très réussi, pas un grand film, par des gens qui étaient pas... Puis, je vois une scène, je me dis, j'ai déjà vu ça. Je pèse sur pause, puis je parle avec ma blonde, mais ma blonde, ça lui dit rien. J'allume. Je pars, je parlais de Tintin. Dans un Tintin, il y a une planche du sceptre d'Autocar qui était reprise dans le film, mais tu sais, tu peux ne pas connaître Tintin comme ma blonde. Elle connaissait pas Tintin, elle avait rien vu. Mais moi, je me disais, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Ah ouais. Ça m'a tellement épaté que le réalisateur puis l'auteur se disent, ce bout-là, ça va être comme la page... C'est comme des Easter eggs qu'on dit là en anglais, là. C'est comme des genre un Astérix, genre hey, ça c'est on a pris ça de telle place en hommage à... Ouais, mais en même temps, ce qu'on voulait c'était que ça nuise pas, tu sais. Si t'as pas vu le temps des bouffons ou les ploufs, c'est pas grave, tu vas apprécier la scène quand même. T'as pas besoin de la référence. Exactement. Ouais. Fait que ça, il y en a eu beaucoup d'inclus dans les Bougons parce que ça m'avait tellement épaté le feeling que j'avais ressenti. Puis ça avait fait en sorte que après la saison 1, il y a un recherchiste qui avait vu qui avait reconnu les ploufs, qui m'avait écrit. Puis en tout cas, il me disait qu'il avait été épaté par ça. Puis finalement, on a noué contact. Puis il est devenu recherchiste sur Ici Louis-José Hood, qui était... Ah ouais? Fait que tu sais, Puis toi, t'étais auteur là-dessus? Ouais, avec Louis-José. Puis, fait que c'est ça. Cool. Puis, moi, ça, puis tu sais, si on en revient avec la souveraineté, souveraineté, c'est que dans le fond, t'as révélé avoir été l'auteur derrière la vidéo Culture en péril. Ouais. Puis, au début, ça se voulait un projet anonymat. Ouais. Puis finalement, t'as fini par le dire. Je l'ai dit parce qu'on m'a placé dans l'oubli. Des journalistes, il me semble, écoute, ça remonte à loin, mais des journalistes savaient que c'était moi, puis me talonnaient, puis je trouvais ça nono de jouer à cachette. Fait que j'ai sorti effectivement que... Ça, c'était direct pendant les... ça avait fait ça avait quand même beaucoup... je pense que ça a contribué à donner un coup de pouce au Bloc québécois lors de cette campagne électorale-là, parce que la campagne électorale n'allait pas bien. Puis il y a eu cette sortie-là qui a été suivie par un tollé aussi des artistes. Et le Bloc québécois et Gilles Duceppe ont pris du poil de la bête à partir de ce moment-là. Et ça a fait en sorte que ça donnait un gouvernement minoritaire. Des conservateurs. Ouais, c'est ça. Puis c'était justement pour dénoncer les coupures qu'ils faisaient dans la culture. C'est ça. Ouais. Puis toi, comment on t'avait approché pour faire ça? Ah, mais ça, c'est le secret, ça. C'est le secret, ça. Oh, OK. Le jour où ces personnes-là rendront ça public, en tout cas, ça sera ça. Ça sera ça. C'est à eux autres.
OK. Puis, ouais, c'est ça, je me demandais comment tu voyais, parce que tu sais, t'as gagné plein de prix, tu sais, plein de Gémeaux, plein d'Olivier. Je me demande comment tu vois ça, les prix, comment tu vois ça, les galas, tu sais, est-ce que t'es fier d'avoir contribué à ça, ou au contraire, toi, tu t'en calisses, puis tu fais tes trucs, puis ça vient avec ça, ben ça vient avec, ou... Ça fait toujours plaisir. Ouais. Tu sais, c'est ce qui fait... Moi, ma plus belle paye, c'est les cotes d'écoute. Je te dirais, là. Okay. Quand je travaille sur une émission qui est regardée, quand je travaille sur un spectacle que les gens vont voir, même s'ils remportent pas de prix, mais les gens y vont, c'est parce qu'ils l'aiment, puis ils aiment ça, puis ça, le bouche-à-oreille fait en sorte que... Fait que ça, c'est la première récompense. Mais tous les prix qui sont gagnés par la suite, c'est du beau bonus. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Ça fait plaisir à ma mère, fait que j'ai amené le trophée. Elle dit, ton frère va me faire une autre tablette. C'est tablette. Ah ouais, ok, c'est ça, qu'est-ce que tu fais avec les trophées? Les donne à ma mère. Tu les donnes juste à ta mère, Ouais. puis too bad. Elle est bien contente. Elle est bien... Écoute, elle a été ma mère, fait que tu sais, Ouais. elle l'a eu dur. Elle l'a Ouais. pas eu facile. Regarde, si ça lui donne des trophées. Je me demande si t'es... Ben, je vais poser la question, tu me reprendras au pire, là. Si je me demande des fois si t'es conscient que t'es François Havard, tu sais, parce que pour bien du monde, tu sais, t'es l'auteur, tu sais, comme pour moi, là, tu sais, je suis super content, tu sais, de t'avoir sur le podcast, mais tu sais, on dirait que toi, tu t'entorches un peu, puis... Ouais. Ouais, ça, on peut le dire. On peut le dire comme ça. Avec Ouais. ce mot-là, Okay. je m'entorche. Ouais. Mais c'est du travail. Puis tu sais, c'est pas excitant ma vie. Là. La plupart du temps, je suis chez nous, dans mon bureau, devant mon ordinateur, en train d'écrire, puis en train de réfléchir, ou Ouais. en ce moment en réunion Zoom avec du monde. Puis fait que c'est ça. Ouais. Mon privilège, c'est de travailler avec des gens qui ont du talent. Puis on dirait que plus tu as du succès, plus des gens qui sont bons t'approchent pour travailler avec eux. Fait que ça rend ça encore plus facile. Fait que t'as encore plus de succès. Ouais. Fait que d'autres gens bons t'approchent pour travailler avec eux. Fait que là, t'as encore du succès. Fait que ça a commencé comme ça. Ça commence par un premier pas. Ouais. Ça a commencé avec Martin, Matt, puis après ça, les mecs comiques, puis Louis-José, puis la télévision, puis... OK, ton premier succès, c'était avec Martin Matt? En fait, non. Mon premier succès... Oui, oui. Écoute, le premier bon succès... En même temps que sortait Histoire vraie, le premier spectacle de Martin, sortait Les Bougons. Mais, tu sais, je gagnais ma vie avant ça. Là, j'écrivais sur Ramdam, entre autres. Ouais. J'ai écrit énormément de scénarios de Ramdam. J'ai beaucoup Ouais. appris en faisant ça, en adaptant Caméra Café pour la télévision aussi. Les mecs comiques, écoute, ça a été une belle aventure. Même l'émission en sketch, avant de faire 3 fois rien, on faisait une émission en sketch. T'avais les 3 mecs qui écrivaient, puis t'avais Jean-François Mercier, Martin Thibodeau à l'écriture de ça. Puis écoute, c'était... Non, j'ai fait plein de belles rencontres. Puis les belles rencontres sont devenues des amitiés professionnelles, puis des... Ouais. Ben, du fun. Qu'est-ce que t'es le plus fier si on termine avec ça? Professionnellement, là? Ouais. Ouais. Ben, c'est sûr que ce sera Les Bougons, parce que c'est la chose dont je suis le plus le père. Mais autrement, je suis fier de tous les succès des artistes avec qui je travaille, là. D'avoir contribué à ça. D'avoir contribué à ça, d'avoir vécu ça. Tu sais, j'ai connu Martin, je me souviens la première fois qu'elle est on était allé dans un restaurant. Puis il commençait à y avoir ces pubs de Honda. Je sais pas si tu te rappelles de ça, les publicités de Honda, mais en tout cas, je me souviens que on était au restaurant et c'était la première fois que je remarquais qu'il était une vedette parce que la serveuse est arrivée avec un œuf. Elle lui a mis un œuf dans une assiette. Puis là, Martin se demandait qu'est-ce qui se passait. Puis il a dit « Donne-moi un œuf, parce que dans la publicité de Honda, il faisait changer les prix du gaz. C'est ça, oui. Donne-moi un œuf. » Je me suis dit « Tu voulais peut-être avoir un œuf. » OK, là, je me suis dit, OK, là, il devient une vedette. Fait que, tu sais, j'ai connu Martin, il était 0 vedette, là. Puis il a eu ça, puis après ça, il est devenu la grande vedette qu'il est. Puis il y a plein de gens comme ça. On était tous personnes à l'École nationale de l'humour.
même moi comme prof. Puis on est devenus des familiers pour le grand public qui continuent de les aimer quand ils voient à la télévision ou sur scène. Fait que, regarde, je suis chanceux. Je suis juste chanceux. Hey, gros merci François Havard. Ça fait plaisir. C'est tristement apprécié. C'est pas un plancher chauffant, hein, ici. Ah, sorry. D'habitude, je donne des Crocs. Mais là, je sais plus Ah, ça. je pense que j'aime mieux avoir froid aux pieds. Il y a ta nouvelle série qui va sortir. C'est Ce Le soir. Bonheur. C'est Le Bonheur. Avec Michel Charette. Avec Michel Charette, j'ai écrit ça avec Daniel Gagnon. Ouais. C'est un vieux de la vieille aussi, Daniel. Puis ça m'a vedette, oui, Michel Charette, Sandrine Misson, Guillaume Cyr, Louise Bombardier. Puis c'est une émission où on en dit beaucoup. On en dit beaucoup. Ça joue à nouveau, je pense? Non, ça joue à TVA. TVA, 21h30. Ouais. Et puis c'est un rendez-vous. Yes. Ben, gros merci, Ça fait plaisir. François. Thank you tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.